Chapitre 1. L'homme qui désirait de l'argent. Il était une fois, à Babylone, un homme nommé Bansir, charpentier respecté, mais pauvre malgré son travail acharné. Chaque jour, il fabriquait des chars et des charrettes pour ses concitoyens, travaillant sans relâche et pourtant, sa bourse restait presque vide. Un soir, assis devant sa maison, il regarda ses mains calleuses et se demanda pourquoi il ne possédait jamais assez d'or pour vivre confortablement. « Pourquoi suis-je pauvre alors que je travaille plus dur que tant d'autres ?» se demande-t-il. Il vit ses voisins prospérer, acheter des maisons, des champs et même des bijoux, tandis que lui peinait à joindre les deux bouts. Le désir de posséder de l'argent commença à brûler dans son cœur comme une flamme qu'on ne pouvait éteindre. Bansir savait qu'il ne manquait pas de travail ni de compétences. Pourtant, quelque chose échappait à sa compréhension. Ce désir intense de richesse le fit parler à son ami le plus proche, Kobe, le musicien. Ensemble, ils se plaignirent de leur vie, mais au fond, ils savaient qu'il ne suffisait pas de se lamenter. Alors, Bansir prit une décision. Il se leva ce soir-là et déclara « Je dois apprendre le secret de la richesse. Je ne veux plus simplement travailler pour survivre. Je veux que mon or travaille pour moi, que mes efforts portent enfin des fruits. » L'ardeur de son désir le mena chez Arkad, le plus riche des Babyloniens, célèbre pour sa fortune et sa sagesse. Arkad avait commencé comme tout le monde, pauvre et désireux de plus, mais il avait appris les lois de l'argent et les avait appliquées avec discipline. Bansir frappa à la porte d'Arkad et l'homme riche l'accueillit chaleureusement. « Bansir, dit Arkad, tu désires la richesse et tu as raison. Le désir est le premier pas vers la réussite. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut apprendre, appliquer et persévérer. » Arkad expliqua alors à Bansir que tout le monde pouvait devenir riche, à condition de suivre certaines règles simples mais précises. Il parle de l'importance de garder une part de ce que l'on gagne, de contrôler ses dépenses, de faire fructifier son or et de protéger son trésor contre les pertes. Bansir écoutait avec attention, son cœur battant d'espoir et d'excitation. Pour la première fois, il comprit que sa pauvreté n'était pas due à la malchance, mais à l'ignorance des lois de l'argent. Cette rencontre changea sa vie. Il décida de suivre les conseils d'Arkad, de mettre en pratique chaque leçon et de transformer son désir ardent de richesse en action disciplinée. Ainsi commença l'histoire de l'homme qui désirait de l'argent. Un homme qui, comme tant d'autres à Babylone, allait apprendre que la fortune n'est pas un hasard, mais le résultat de décisions sages et d'efforts constants. Et tandis que Bansir rentrait chez lui ce soir-là, le feu du désir brûlait dans ses yeux, prêt à illuminer le chemin vers la richesse, un pas à la fois. Chapitre 2. Arkad, l'homme le plus riche de Babylone. Un matin brûlant, sous le soleil éclatant de Babylone, Bansir, le charpentier, et son ami Kobe, le musicien, marchaient à côte dans les ruelles pavées de la cité. Ils avaient parlé longuement de leur pauvreté, de leurs efforts vains, et d'un seul homme qui semblait avoir percé le secret de la richesse. Arkad, l'homme le plus riche de Babylone. « Allons le voir, dit Kobe. Nous avons grandi avec lui. Nous avons eu les mêmes maîtres, joué aux mêmes jeux, couru dans les mêmes rues. Ni aux études, ni dans nos jeux, il ne nous surpassait. Et pourtant, aujourd'hui, il est riche comme un prince, tandis que nous peinons à nourrir nos familles. Comment la déesse capricieuse de la fortune l'a-t-elle choisi, lui plutôt que nous ?» Bansir acquiesça. Il était temps de comprendre ce mystère. Lorsqu'ils arrivèrent à la demeure d'Arkad, un serviteur les fit entrer. Arkad les accueillit avec un grand sourire. Son regard était calme, mais profond, comme celui d'un homme qui a vu le monde et en a compris les lois invisibles. « Mes amis, dit-il en les invitant à s'asseoir, cela fait longtemps que je n'ai pas entendu le son du luth de Kobe, ni vu la scie de Bansir à l'œuvre. Que me vaut votre visite ?» Bansir parla franchement. « Arkad, nous avons grandi ensemble. Nous avons appris les mêmes leçons, joué aux mêmes jeux. Et pourtant, tu es devenu le plus riche de tous les Babyloniens. Dis-nous, comment la fortune t'a-t-elle choisi ?» Arkad sourit doucement. « Mes amis, la fortune ne choisit personne. C'est l'homme qui la provoque. J'étais comme vous autrefois, sans or, sans espoir, rempli de désirs, mais sans moyen de les accomplir. Jusqu'au jour où j'ai compris le pouvoir de l'argent. L'argent est un esclave fidèle à celui qui sait le diriger, mais un maître impitoyable pour celui qui l'ignore. Il travaille jour et nuit, se multiplie silencieusement quand on l'emploie avec sagesse. Mais il fuit celui qui le gaspille.
« Et comment as-tu appris cela » demanda Kobi. Arcade prit un air songeur et raconta. « Il y a de nombreuses années, alors que j'étais encore scribe, un homme riche nommé Algamish vint me confier un travail. Il me demanda de lui copier une tablette importante avant le lever du soleil. Je travaillais toute la nuit, et à l'aube, je lui remis l'ouvrage. Algamish fut satisfait et, avant de partir, je lui demandai « Dis-moi, ô riche Algamish, comment un homme peut-il devenir riche ? Car je travaille sans relâche, et pourtant je demeure pauvre. » Il me regarda longuement et répondit « Je t'enseignerai, mais pas gratuitement. La prochaine fois que je reviendrai, si tu peux me dire comment tu as fait pour garder une partie de ce que tu gagnes, alors je t'expliquerai comment le faire fructifier. » Je pris cette promesse comme un défi. Dès ce jour, j'ai décidé de mettre de côté 1/10 de tout ce que je gagnais, sans exception. Les mois passèrent, et quand Algamish revint, je lui dis fièrement « J'ai suivi ton conseil et ma bourse commence à s'alourdir. » Il hocha la tête satisfait et demanda « Et qu'as-tu fait de ton or ?» Je répondis avec fierté « Je l'ai confié à Asmur, le fabricant de briques. Il m'a promis de l'employer dans un grand commerce de pierres précieuses. » Alors Algamish éclata de rire. « Ah, pauvre Arcade, tu aurais mieux fait de le confier à un boulanger pour qu'il t'enseigne la musique. Que c'est un fabricant de briques des pierres précieuses ? Tu viens de perdre ton or. » Et il avait raison. Asmur fut trompé et toute mon épargne disparut. Ce fut une leçon amère, mais précieuse. Quand Algamish revint une seconde fois, je lui avouai ma faute. Il posa sa main sur mon épaule et me dit « Souviens-toi, ne prête ton or qu'à ceux qui connaissent l'art dans lequel il l'emploie. » Cette fois, je l'ai écouté. J'ai confié mes économies à un marchand de métaux expérimenté. Les profits furent petits au début, mais constants. Avec le temps, mon or enfanta d'autres pièces, et ces pièces à leur tour en engendrèrent encore plus. Ainsi va la richesse, conclut Arcade. Elle commence comme un simple ruisseau, puis devient un fleuve qui jamais ne tarit si on la guide avec sagesse. Bonsir et Kobi étaient émerveillés, et c'est ainsi, dit Arcade, que j'ai appris les lois de l'or. Garde une part de ce que tu gagnes, fais travailler ton argent, protège ton trésor, cherche les conseils des hommes avisés, et augmente sans cesse ta capacité à gagner. La richesse, conclut-il, n'est pas un privilège divin, c'est une science, et celui qui apprend ses règles et les suit fidèlement verra l'or affluer dans sa bourse, comme l'eau coule vers la mer. Ce jour-là, Bonsir et Kobi quittèrent la demeure d'Arcade, leurs esprits en feu, leur cœur empli d'espoir, car ils avaient compris que la fortune ne sourit pas aux rêveurs, mais à ceux qui écoutent, apprennent et agissent. Et tandis que le soleil se couchait sur les murailles dorées de Babylone, deux hommes ordinaires marchaient vers un destin extraordinaire. Chapitre 3. Les 7 remèdes à une bourse vide. Babylone s'éveillait lentement, enveloppée d'une lumière dorée qui caressait ses tours et ses jardins suspendus. Sur la grande place, des dizaines d'hommes se rassemblaient autour d'un vieil homme à la barbe noble, vêtu d'une robe de lin blanche. C'était Arcade, l'homme le plus riche de Babylone. Le roi lui-même l'avait convoqué pour enseigner à ses citoyens le secret de sa fortune. Car même dans cette cité prospère, beaucoup vivaient dans la pauvreté, incapables de comprendre pourquoi l'or semblait toujours fuir leurs mains. Arcade monta sur une estrade de pierre et parla d'une voix calme, assurée, mais pleine de force. « Mes amis, dit-il, j'ai moi aussi connu la misère et la faim. Ma bourse fut un jour aussi vide que la vôtre, mais les dieux de Babylone m'ont permis de découvrir les lois immuables de la richesse. Aujourd'hui, je vous enseignerai les 7 remèdes à une bourse vide. » Un murmure parcourut la foule. Certains prirent des tablettes d'argile pour graver ces paroles. Arcade leva la main et le silence se fit. Premier remède, commence à remplir ta bourse. Chaque fois que tu reçois 10 pièces, garde-en une pour toi. Peu importe ton revenu, commence dès aujourd'hui. Épargne au moins 1/10 de tout ce que tu gagnes. Ce simple acte est la fondation de la richesse. Celui qui dépense tout ce qu'il gagne travaille pour les autres. Celui qui garde une part travaille pour lui-même. Les hommes hochèrent la tête. Le principe semblait simple, presque trop simple. Arcade poursuivit. Deuxième remède, contrôle tes dépenses. Beaucoup confondant leurs désirs avec leurs besoins. L'homme qui veut tout avoir n'aura jamais rien. Établis un budget, sépare le nécessaire du superflu.
dépense pas plus que 9/10 de ce que tu gagnes, car celui qui apprend à se contenter possède déjà la moitié de la richesse. Un murmure d'approbation parcourut l'assemblée. Troisième remède, fais fructifier ton or. L'argent qui dort s'amenuise. L'or aime le mouvement. Fais-le travailler pour toi. Investis-le prudemment et regarde-le se multiplier. Un petit ruisseau d'or deviendra un fleuve si tu le laisses couler avec sagesse. L'homme dont l'or travaille jour et nuit pour lui dort paisiblement, car son or veille à sa place. Arcade marqua une pause, laissa ses mots s'imprégner dans les esprits. Quatrième remède, protège ton trésor contre les pertes. Ne te laisse pas séduire par les promesses d'enrichissement rapide. L'or s'envole facilement entre les mains de l'imprudent. Confie ton argent à ceux qui connaissent l'art dans lequel ils l'emploient. Ne prête jamais à un ignorant. Mieux vaut un petit gain sûr qu'un grand profit incertain. Cinquième remède, fais de ta maison un investissement. Possède le toit qui t'abrite. L'homme qui habite dans sa propre maison jouit d'un sentiment de sécurité. Ce qu'il ne paie plus en loyer devient un capital pour son avenir. Sixième remède, assure un revenu futur. Prévoyez le jour où la force du bras faiblira. Constituez des ressources pour vos vieux jours et pour votre famille. Un homme sage prépare le lendemain avant que le soleil d'aujourd'hui ne se couche. Septième remède, augmente ta capacité à gagner. Cultive ton intelligence. Développe tes compétences. Améliore-toi chaque jour. L'homme dont l'esprit grandit, dont les mains apprennent de nouveaux arts, verra sa richesse croître avec sa sagesse. Celui qui cherche la connaissance attire la fortune, comme la chaleur attire le feu. Arcade s'interrompit, scrutant la foule. Ces 7 remèdes, dit-il, sont les fondations sur lesquelles reposent toutes les fortunes de Babylone. Ne cherchez pas la magie ni le hasard. L'or obéit à des lois simples et éternelles. Les hommes se regardèrent, émus. Ils comprenaient enfin que la richesse n'était pas un mystère, mais une discipline. Le soleil déclinait derrière les murailles de la cité, jetant une lueur dorée sur la foule silencieuse. Arcade conclut d'une voix grave. Souvenez-vous, Babyloniens, la fortune n'est pas un don des dieux. Elle est le fruit du courage, de la constance et de la sagesse. Commencez dès aujourd'hui à remplir vos bourses, et bientôt elles seront si lourdes qu'elles feront ployer vos ceintures. Et tandis qu'il quittait la place, ses paroles flottaient encore dans l'air chaud du soir, comme une promesse. La richesse est une science. Celui qui la comprend ne connaîtra jamais la pauvreté. Chapitre 4, le débat de la chance. Le soleil s'élevait lentement au-dessus des murailles dorées de Babylone, faisant briller les briques rouges du temple de la connaissance. Ce jour-là, un murmure s'élevait parmi la foule. On disait qu'Arcade, l'homme le plus riche de la cité, viendrait parler d'un sujet mystérieux, la chance. À l'intérieur du temple, l'air était frais, chargé d'encens. Les colonnes hautes montaient jusqu'au plafond peint d'étoiles. Les sages, les marchands, les soldats, les scribes et même les apprentis vinrent s'asseoir sur les bancs de pierre, les yeux pleins d'attente. Un prêtre fit tinter une cloche d'or, et le silence tomba. La voix d'Arcade s'avança lentement, son pas calme résonnant sous la coupole. Il portait une simple tunique de lin, sans or ni bijoux, car disait-il souvent, le vrai trésor n'a pas besoin d'être porté pour briller. Mes amis, commença-t-il, depuis des générations, Babylone s'enrichit et prospère. Certains d'entre vous ont amassé des fortunes, d'autres peinent encore à comprendre pourquoi la richesse semble fuir leurs mains. Alors dites-moi, que croyez-vous être la chance? Une main se leva dans la foule. C'était Bansir, le fabricant de chars, son vieil ami. La chance, dit-il, c'est la faveur des dieux. Elle frappe sans prévenir, comme le vent du désert. Certains hommes naissent sous une étoile d'or, d'autres sous une étoile grise. Un autre homme, un jeune marchand aux mains pleines d'anneaux, s'exclama « Non, la chance, c'est l'occasion. Être au bon endroit, au bon moment. » Une femme à la voix douce ajouta « Peut-être la chance n'est-elle que la récompense d'un cœur pur et patient ?» Arcade écouta, sans rien dire. Puis il sourit. « Vos réponses sont sages, mais écoutez maintenant une autre vérité. Car la chance, mes amis, n'est pas un souffle divin. C'est une force qui visite les hommes préparés et déterminés. Elle ne récompense pas ceux qui rêvent, mais ceux qui osent. » Un murmure traversa le temple. C'est alors qu'un homme étranger, vêtu d'un manteau poussiéreux, s'avança.
Sa peau était hâlée par le soleil du désert, ses yeux perçants. Il parlait avec un accent venu de loin. « Oh Arcade, je viens de Syrie, dit-il. Chez nous, les hommes aussi parlent de la chance. Mais souvent, ils la voient passer devant eux et la laissent m'enfiler. Ils disent « un autre jour, demain, peut-être. » Et j'ai un mot pour cela, un mot que vous n'avez pas ici à Babylone. Ce mot est procrastination. La foule se mit à chuchoter. Ce mot étrange résonnait sous la voûte du temple comme un sortilège inconnu. Procrastination, demanda un jeune scribe. Que veut-il dire? L'homme syrien répondit. Cela signifie remettre à plus tard ce que l'on sait devoir faire aujourd'hui. Et c'est ce mal, mes frères, qui prive l'homme de la chance. Arcade hocha lentement la tête. Oui, dit-il. Ce mot étranger décrit parfaitement la maladie de beaucoup d'hommes à Babylone. Je vais vous raconter des histoires qui en sont la preuve. L'homme qui hésita. Il y avait autrefois un fermier nommé Nomasir, expliqua Arcade. Un jour, il apprit qu'un terrain fertile, près du fleuve, était à vendre pour 3 pièces d'or. Il savait que la terre était riche, que les récoltes y seraient abondantes. Mais il hésita. Il se dit « Je réfléchirai demain ». Le lendemain, un autre homme acheta ce terrain. Et lorsque les pluies vinrent, la terre donna 100 fois sa valeur. Nomasir, lui, resta pauvre. Il regardait chaque jour le champ qu'il aurait pu posséder et murmurait « Si seulement j'avais agi à temps ». Arcade se tourna vers la foule. Était-ce la chance qui l'a fui? Non, c'est la procrastination qui l'a trahi. L'histoire du marchand et des chameaux. Un autre jour, continua Arcade, un marchand nommé Adam apprit que des caravanes recherchaient des chameaux robustes pour transporter des épices. Un ami lui proposa de prêter quelques pièces pour acheter 3 bêtes. Le marché promettait des profits immenses, mais Adam douta. Et si les caravanes sont pillées? Et si les bêtes meurent? Alors il attendit. Une semaine plus tard, un autre homme saisit l'affaire. Les caravanes revinrent avec des coffres pleins d'or. Quand Adam apprit cela, il alla se plaindre au temple. Il dit « Les dieux sont injustes, ils n'ont pas voulu de moi. » Et Arcade lui répondit « Les dieux n'ont rien à voir là-dedans. Tu as manqué ta chance, non parce qu'elle ne s'est pas présentée, mais parce que tu n'étais pas prêt à agir. » Le murmure de la foule. À ces mots, le temple entier resta silencieux. On entendait seulement le vent siffler entre les colonnes. Chacun réfléchissait à ces histoires, à toutes ces occasions qu'ils avaient, eux aussi, laissé passer. Le Syrien prit alors la parole à nouveau. « Dans mon pays, dit-il, on dit, la chance est comme une femme fière. Elle se donne à celui qui la poursuit avec audace et se détourne de celui qui hésite. » Un rire doux parcourut la foule, mais les visages restaient graves. Arcade leva les yeux vers la lumière qui entrait par la grande ouverture du toit. « Mes amis, dit-il, la chance n'est pas capricieuse. Elle a une nature bien simple. Elle aime les hommes qui agissent sans tarder. » L'histoire du sculpteur. Pour illustrer ces paroles, Arcade raconta encore. Il y avait un jeune sculpteur nommé Asmur, talentueux mais indécis. Un jour, le roi chercha un artiste pour sculpter une statue dans le marbre de Ninive. Les messagers passèrent dans toute la cité. Asmur apprit la nouvelle, mais il hésita encore. « Je ne suis pas prêt, disait-il. Je m'exercerai un peu plus. » 2 jours plus tard, un autre sculpteur présenta son œuvre et devint célèbre dans tout Babylone. Quant à Asmur, il resta inconnu, avec son marbre inachevé. Voilà, conclut Arcade, comment la chance fuit ceux qui attendent le moment parfait. Le moment parfait n'existe pas. Seuls les hommes d'action rencontrent la chance sur leur route. La grande révélation. Le Syrien, touché par ces paroles, s'agenouilla devant Arcade. « Tu dis vrai, ô sage de Babylone. Dans mon pays, j'ai vu des hommes perdre leur fortune à force d'attendre le meilleur moment. Et j'ai compris que la procrastination est l'ennemi juré de la richesse. » Arcade posa sa main sur son épaule et dit doucement « La procrastination est comme un serpent endormi dans le cœur des hommes. Elle les endort avec des mots doux. Demain, plus tard. Et quand ils se réveillent, leurs opportunités sont déjà mortes. » La foule frissonna. Alors demanda un jeune homme « Comment reconnaître la vraie chance ?» Arcade répondit « La chance se déguise souvent en petite occasion. Elle ne crie pas, elle ne brille pas. Mais l'homme attentif, courageux, discipliné, la voit. Et quand il agit, elle devient son allié. » Il marqua une pause.
Celui qui apprend à reconnaître et saisir ses occasions n'a plus besoin de prier pour la chance. Il la crée. La conclusion du temple. Le débat dura encore un long moment. Chacun raconta ses propres histoires, ses regrets, ses réussites. Certains pleuraient en se souvenant des occasions manquées. D'autres riaient, décidés à ne plus jamais laisser la peur les paralyser. Avant de partir, Arcade se leva une dernière fois. « Mes amis, dit-il, souvenez-vous de ce mot venu de Syrie, procrastination. C'est un mot dangereux, mais il peut vous sauver si vous le reconnaissez. Chaque fois que vous dites demain, la chance s'éloigne un peu plus. Mais chaque fois que vous dites aujourd'hui, elle accourt vers vous. » Il tendit les bras vers la foule et conclut d'une voix claire. « La chance sourit à ceux qui agissent. Ceux qui hésitent la verront toujours s'en aller, saluant un autre homme plus courageux. » Alors la cloche du temple sonna de nouveau. Et ce jour-là, les citoyens de Babylone quittèrent le temple de la connaissance avec un feu nouveau dans le cœur. Ils avaient compris que la chance n'est pas un miracle des dieux, mais le fruit de l'action, du courage et de la discipline. Chapitre 5. Les 5 lois de l'or. À l'entrée de Babylone, le soleil couchant faisait briller les murailles de la cité, projetant des ombres longues sur le sable chaud. Les caravanes s'étaient arrêtées, et le vent léger portait l'odeur des épices et du désert. Un marchand de chameaux s'était rassemblé avec ses compagnons. Le groupe formait un cercle autour de lui, les yeux brillants d'attente. « Mes amis, commença-t-il, si vous deviez choisir entre la richesse et la sagesse, laquelle prendriez-vous » Un silence pesant suivit. Les hommes se regardaient, hésitants. « L'or, dit l'un. »« Non, répliqua un autre. La sagesse guide l'or et permet qu'il dure. » Le marchand hocha la tête avec un sourire. « Exactement. L'or seul ne suffit pas. La richesse sans jugement est comme un chameau sans maître. Elle erre et peut se perdre. Mais la sagesse transforme l'or en force durable. Écoutez donc ces 5 lois de l'or. Première loi, épargner pour soi-même. Garde toujours pour toi au moins un dixième de tout ce que tu gagnes. Celui qui se paie en premier ne sera jamais esclave de dette et pourra bâtir sa fortune. Il raconta l'histoire de Nomazir, jeune homme ambitieux. Nomazir reçut de l'or de son père pour commencer ses affaires. Mais au lieu d'épargner, il dépensa tout pour des plaisirs et des achats hâtifs. Le temps passant, il se retrouva sans un sou et dépendant des autres. Le marchand fit une pause et regarda ses compagnons. « Voyez-vous, celui qui épargne pour lui-même prépare son or à travailler pour lui. » Deuxième loi, faire fructifier l'or. L'or doit produire davantage. Si vous le laissez dormir, il s'éteint comme une flamme sans vent. Le marchand raconta l'histoire d'un commerçant qui prêta des pièces d'or pour acheter des marchandises en Égypte. Au retour, il récupéra non seulement son or, mais un bénéfice doublé. « L'or est maître actif, dit-il. Il croit pour ceux qui savent l'employer. » Troisième loi, protéger son trésor. Ne confie jamais ton or à quelqu'un qui ne connaît pas son métier. Le marchand raconta qu'un novice avait confié son argent à un artisan inexpérimenté et avait tout perdu. « L'or fuit les mains ignorantes, répéta-t-il, mais il reste fidèle à ceux qui savent l'employer correctement. » Quatrième loi, investir dans ce que l'on connaît. Ne mets jamais ton or dans des affaires que tu ignores. Il raconta l'histoire d'un homme qui investit dans des navires sans jamais avoir vu la mer. Les bateaux disparurent et l'or fut perdu. L'or fuit ceux qui courent après un gain rapide sans savoir où il met dans les pieds. Cinquième loi, se méfier des promesses irréalistes. Méfiez-vous des gains rapides et faciles. Le marchand raconta un jeune marchand qui vendit tout pour acheter un secret censé transformer le cuivre en or. Il perdit tout et finit mendiant. L'or suit la prudence, pas la cupidité. Respectez ces principes et l'or vous servira fidèlement. Ignorez-les et il deviendra un maître cruel. Chapitre 6. Histoire des murs de Babylone. Babylone, cité légendaire, connue dans le monde entier pour sa grandeur et sa richesse. Mais ce qui la rendait vraiment puissante, ce n'était pas seulement ses trésors, ses marchés animés ou ses palais somptueux. C'était ses murs, imposants, solides et immuables, qui entouraient la ville et protégeaient ses habitants. Chaque pierre de ces murs racontait une histoire de prudence, de prévoyance et de travail acharné. Ces murailles n'étaient pas seulement là pour repousser les envahisseurs, elles étaient le symbole même de la sécurité. Sans elles, même les plus grands trésors de Babylone auraient été vulnérables.
et la ville n'aurait jamais connu la prospérité durable qui a traversé les siècles. Mais ces murs n'étaient pas uniquement physiques, ils étaient aussi une leçon pour l'esprit humain. Tout comme Babylone protégeait ses richesses avec ses fortifications impressionnantes, chaque personne doit apprendre à protéger ce qu'elle possède et à assurer son avenir. Imaginez un instant que vous possédiez un trésor. Si vous le laissez sans protection, exposé aux risques et aux imprévus, il disparaîtra rapidement. Mais si vous le gardez en sécurité et que vous le faites fructifier avec sagesse, il continuera de croître et de vous servir pendant longtemps. C'est exactement ce que les murs de Babylone enseignent. La sécurité et la prospérité ne viennent pas par hasard. Elles naissent de la discipline, de la constance et de la prévoyance. Chaque pièce que vous mettez de côté, chaque investissement réfléchi, chaque décision prudente que vous prenez pour protéger votre avenir est comme une pierre ajoutée à vos murs invisibles. Plus vos murs sont solides, plus votre futur est sécurisé. Ces murs symboliques montrent que la richesse durable ne résulte pas de la chance ou de la rapidité, mais d'un effort constant et réfléchi. Tout comme Babylone a construit ses murailles pierre par pierre, nous devons bâtir notre sécurité financière pas à pas. Et plus nous le faisons tôt, plus notre avenir devient sûr et prospère. La véritable leçon des murs de Babylone est simple, mais puissante. Protéger son présent pour assurer son futur est la clé d'une vie stable et abondante. La richesse, sans protection, est fragile. L'avenir sans préparation est incertain. Épargner, investir intelligemment et anticiper les risques sont les gestes qui garantissent que votre trésor continuera de croître et de vous protéger. Babylone a prospéré parce qu'elle protégeait ses trésors. Vous aussi, vous pouvez bâtir vos propres murs, invisibles mais puissants, pour protéger votre avenir et assurer votre prospérité. La richesse durable n'est jamais le fruit du hasard. Elle est le résultat de la prudence, de la discipline et de la vision. Commencez dès aujourd'hui et laissez vos murs de Babylone vous guider vers la sécurité et l'abondance. Chapitre 7. Le prêteur d'or de Babylone. Dans la cité antique de Babylone, vivait un homme nommé Rodan, un soldat courageux et respecté pour ses exploits dans l'armée du roi. Un jour, pour le récompenser de sa bravoure, le roi lui offrit 50 pièces d'or. Jamais Rodan n'avait tenu entre ses mains une telle fortune. Et pourtant, au lieu de se réjouir pleinement, il se sentit confus. Que faire de cet or? Comment le garder? Comment le faire fructifier sans le perdre? Cherchant conseil, il se rendit chez Maton, le vieux prêteur d'or de Babylone, réputé pour sa sagesse et sa prudence. « Dis-moi, Maton, demanda Rodan, toi qui manipules l'or chaque jour, comment puis-je protéger mes pièces et en tirer profit ?» Maton sourit calmement. Il fit signe à Rodan de s'asseoir, puis sortit de son coffre plusieurs rouleaux de tablettes. « Voici, mon jeune ami, les tablettes où sont inscrits les noms de ceux à qui j'ai prêté de l'or et les histoires de ces prêts. Chaque tablette contient une leçon. » Il en prit une, la caressa du doigt et commença à raconter. Un jour, un marchand de chameaux vint me demander 10 pièces d'or pour acheter un troupeau à Damas. Il connaissait bien son métier, il voyageait souvent sur cette route et vendait avec profit. Je lui ai prêté sans crainte, car il savait comment transformer cet or en richesse. Et il me rendit l'argent, augmenté de sa part de profit. Mais un autre, un fabricant de chars, voulut emprunter la même somme pour acheter des bijoux qu'il espérait vendre à tir. Je refusai, car il n'était pas bijoutier et ne connaissait rien à ce commerce. S'il avait échoué, il aurait perdu mes pièces et les siennes avec. Maton se tourna vers Rodan et ajouta « Rodan, retiens bien ceci. L'or fuit celui qui l'investit dans des affaires qu'il ne comprend pas, mais il demeure fidèle entre les mains de l'homme prudent qui le confie à des personnes expérimentées dans leur domaine. » Rodan resta pensif, puis demanda « Et si un ami ou un parent vient me demander de l'or par affection, dois-je refuser ?» Maton soupira doucement. « L'amitié est une belle chose, Rodan, mais elle ne doit pas aveugler la raison. Si ton frère veut emprunter pour nourrir sa famille et que tu lui donnes ton or, fais-le par charité, pas par espoir de retour. Mais si ton ami veut t'emprunter pour un projet qu'il ne comprend pas, tu ferais mieux de lui éviter cette erreur. Car prêter sans jugement blesse deux hommes, celui qui perd son or et celui qui perd son ami. » Il prit une autre tablette, plus ancienne. «
Regarde celle-ci. Un jour, un jeune homme plein d'enthousiasme m'a demandé un prêt pour devenir marchand de perles. Mais il n'avait ni expérience, ni partenaire fiable. Je lui ai refusé. S'il avait su choisir un maître perlier compétent, j'aurais accepté sans hésiter. Car l'or travaille volontiers pour ceux qui savent s'en servir. Maton posa alors sa main sur l'épaule de Rhodan. « Souviens-toi toujours, Rhodan, celui qui prête doit s'assurer du retour de son or. Prête à ceux dont les entreprises en sont sûres, dirigées par des mains expertes. Ainsi ton or sera en sécurité et il reviendra vers toi avec ses enfants. Car l'or, quand il est bien employé, engendre de l'or. » Rhodan se leva, le visage illuminé de compréhension. « Je te remercie, Maton. Tu m'as appris plus sur l'or que tous les soldats du roi réunis. Je suivrai tes conseils et ne confierai mes pièces qu'à ceux qui savent les faire fructifier. » Maton lui sourit une dernière fois. « Alors, mon ami, ton or deviendra ton serviteur fidèle, et un jour, il travaillera pour toi, tandis que tu reposeras sous l'ombre des palmiers de Babylone. » Et c'est ainsi que Rhodan, le soldat devenu sage, comprit la première loi du prêt d'argent. Ne prête ton or qu'à ceux qui en feront bon usage. Sous le ciel doré de Babylone, les murs anciens semblaient répéter la leçon. La prudence protège la richesse, et la sagesse en multiplie l'aval. Chapitre 8. Le marchand de Babylone d'Abassir était autrefois un marchand prospère de Babylone, reconnu pour son talent dans les affaires et la réussite de ses commerces. Pourtant, malgré sa réussite, il avait un défaut dangereux. Il dépensait plus qu'il ne gagnait. Les fêtes somptueuses, les vêtements luxueux et les plaisirs de la vie l'attiraient irrésistiblement. Peu à peu, ses dettes s'accumulèrent silencieusement jusqu'à devenir impossibles à rembourser. Pour échapper à ses créanciers et à la honte, Dabassir prit la décision de fuir Babylone. Mais la fuite ne le sauva pas. Sur la route, il fut capturé par des nomades et vendu comme esclave. L'homme autrefois libre se retrouva contraint de travailler sous un joug sévère, dans un environnement impitoyable, loin de sa ville et de sa famille. Malgré la dureté de sa situation, il reçut une aide inattendue de la femme de son maître. Elle lui apporta nourriture et encouragement, le soutenant dans l'ombre et lui rappelant que, même dans les moments les plus sombres, l'espoir pouvait survivre. Le désert dans lequel il fut contraint de voyager et de travailler était impitoyable. Le soleil brûlant, le sable qui mordait ses pieds et la soif constante rendaient chaque pas une épreuve. Mais Dabassir ne perdit jamais courage. Il comprit que seule la discipline et la persévérance lui permettraient de retrouver sa liberté et de rembourser ses dettes. Jour après jour, il travailla avec rigueur. Chaque pièce d'or gagnée servait à rembourser ses créanciers. Il réapprit à gérer son argent avec prudence, à investir judicieusement et à éviter les excès qui l'avaient conduit à sa chute. Peu à peu, sa situation s'améliora et il retrouva sa liberté. Avec le temps, il réussit également à reconstruire sa prospérité et à retrouver le respect de ses pairs. Cette histoire montre que la richesse durable ne dépend pas du hasard, mais de la discipline, de la patience et de la sagesse financière, et qu'il est toujours possible de se relever, même après les pires épreuves. Merci d'avoir écouté ce résumé de l'homme le plus riche de Babylone. Ce livre nous enseigne que la richesse durable ne dépend pas du hasard, mais de la discipline, de la patience, de la sagesse financière et de la maîtrise de soi. Il nous rappelle aussi que la prudence, l'épargne, les investissements intelligents et le respect de nos responsabilités sont les clés pour construire un avenir prospère. Si vous avez aimé ce résumé et que vous souhaitez découvrir d'autres livres inspirants et conseils pour mieux gérer votre argent,